Nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, le pasteur Riche qui est avec moi, il est politologue, et Georges Hérault qui est acteur politique du Cercle des leaders émergents. Avant la pause, on était en train de parler donc de la situation humanitaire au niveau de la République démocratique du Congo et ce cri d'alarme de Médecins sans frontières qui fait suite à celui de l'Organisation des Nations Unies. Georges Hérault, vous parlez donc de ce contrôle du territoire. Pasteur Riche, c'est un fait aujourd'hui que depuis le renversement du président Mobutu, tous les dirigeants qui se sont succédés n'ont plus véritablement le contrôle de l'entièreté du territoire RD congolais. Oui, monsieur le maire vient de le dire parce qu'ils ont beaucoup de richesses. Donc les gens sont derrière ceux qui sont en train de faire ces guerres-là dans le pays. Les gens sont là-bas en train de les manipuler. Et quand ils sont déconcentrés par ces guerres, ils se déplacent autres, ils pillent leurs ressources, leurs richesses. En réalité, c'est ça. C'est ça le secret qui est derrière tout ce qui est en train de se passer. Et celui qui vient de quitter aussi, et il ne peut pas dormir seulement. Il est là et il a dit aux gens que bon, j'ai laissé le pouvoir, j'ai accepté la proposition que vous aviez faite, je laisse quelqu'un d'autre venir, mais en réalité, si vous fouillez, vous allez voir qu'il est en train de talonner derrière, par ces trucs-là. Si vous voyez les gens qui quittent, les gens qui quittent Rwanda pour venir, les gens qui sont des rebelles, il vient de le dire, les mitrailleuses, les fusils qu'on est en train d'utiliser, ils ont trouvé ça où? Qui les a fournis? Donc il faut que nous voyons que l'intérêt de ces de ceux qui sont en train de faire la guerre là-bas, c'est la richesse qu'ils ont trouvée dans ce pays. Donc il va falloir que ceux qui ont la puissance, comme l'ONU et l'organisme international, se lèvent et qu'ils mettent fin à cette guerre et qu'ils donnent la stabilité et la paix dans le pays. Selon OCHA, qui est un organisme international, il y a 2,8 millions de déplacés depuis 2022 dans le nord Kivu, le sud Kivu et dans l'Ituri. Et cela porte à 6,3 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la RDC. C'est le plus grand nombre de personnes déplacées dans tous les pays africains. Donc c'est une situation humanitaire assez dramatique qui se pose dans le pays. C'est vrai, on le dit, les autorités n'ont pas le contrôle du territoire, mais il va falloir faire quelque chose. Et sur ce point-là, c'est là où on a besoin de l'appui de la communauté internationale, qu'on ne sent pas non plus beaucoup se bouger pour la RDC. Oui, c'est alarmant cette situation parce qu'aujourd'hui, vous voyez que les gens tirent même sur le camp des déplacés, oui, et tuant des paisibles citoyens qui fuient la guerre, et vraiment ça devient pénible. Et c'est l'Afrique, hein. Je ne sais pas quelle image nous voulons donner à notre continent, mais je me dis tout simplement que il faut qu'on s'organise au mieux. Je ne sais pas s'il y a quand même une solidarité au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique centrale, qui permet quand même à la RDC d'avoir quand même des appuis. Et il ne faut même pas oublier que le Rwanda avec lequel il est en quelque sorte en conflit, en froid, il est quand même, comment le dire, et il a quand même ses mots dans la sous-région avec Kagame qui c'est un poids lourd et voyez-vous, ça devient un peu compliqué quand on se met à dos tous ces gens de personnes là, mais c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Je dis tout simplement qu'on peut faire quand même appel à l'ONU et à ces organismes qui œuvrent dans l'humanitaire, mais il faut noter que c'est toujours l'assistance, c'est pas de leur responsabilité. C'est là où il faut quand même dissocier les choses et comprendre mieux le rôle de tout un chacun. C'est là où, lorsqu'on prend l'assistant comme étant le responsable, ça devient compliqué et on lui remet toutes les charges, alors que ce n'est pas son rôle d'être le responsable de la situation. Donc c'est l'ONU, je pense qu'aujourd'hui, la RDC doit approcher ces organismes qui œuvrent dans l'humanitaire et quand même faire un projet sur lequel ces organismes doivent
intervenir. C'est en cela qu'ils peuvent, à un moment donné, quand les humanitaires, petit à petit, lèvent la voile sur là où ils ont quand même fait quelque chose, la RDC continue. Parce qu'on ne peut pas indéfiniment faire appel aux organismes humanitaires dans le pays. Parce que là, il faut noter, comme on l'a dit, que la RDC regorge d'énormes ressources naturelles. Et avec ces ressources naturelles, il faut quand même arriver à trouver des ressources qui doivent être directement utilisées pour arrêter ce fléau-là. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la RDC manque de moyens. Tant que vous avez des ressources naturelles, c'est aussi des moyens. Mais comment est-ce que ces moyens-là sont utilisés? C'est en cela que l'inégalité fait encore appel au banditisme, et ce banditisme se convertit aussi à ces insécurités qui minent encore ces mêmes populations. Vous voyez, ça devient un cercle vicieux où si on ne sait pas comment est-ce qu'il faut traiter chaque partie prenante, ça devient compliqué pour le pays. Donc aujourd'hui, les jeunes qui sont dedans, ce sont des jeunes de la RDC. Ils ne sont pas venus d'ailleurs. Ce sont des jeunes de la RDC qui sont enrôlés dans ces camps, dans ces mouvements de comment vous l'appelez, de défense, etc. Et ce n'est même pas le seul mouvement. Le M23, ce n'est pas le seul mouvement. Depuis Désiré Kabila, il y a toujours ces mouvements-là de défense du Congo, de défense de l'Équateur, avec les gens, Pierre Bemba, etc. Vous voyez que le pays n'est pas à sa première expérience. Il y a toujours ces mouvements-là qui ont la facilité de trouver les armes contre les paisibles citoyens, faire des menaces, se faire attendre ailleurs pour exploiter des miniers ou bien des ressources naturelles. Donc, il faut à un moment donné qu'ils s'organisent. Et c'est pourquoi moi, je voudrais 3 choses pour la RDC. Il faut premièrement la solidarité. Il ne faut même pas qu'à un moment donné, que les gens puissent savoir que la RDC, comme je le dis pour le Togo, c'est la branche sur laquelle tout le monde est assis. Nul n'a le droit de scier l'arbre là, sinon tout le monde tombe dans la fossée. Donc il faut vraiment que les gens puissent être solidaires sur l'intérêt commun. On peut être divergent sur d'autres choses. Ça c'est normal, c'est dans la divergence même que le pays va être bien construit. Maintenant, il faut savoir que la RDC, c'est le bien commun. Si on sait que c'est le bien commun, il faut quoi? Il faut que vraiment que les gens luttent contre les inégalités, contre la corruption, etc. Et troisièmement, il faut passer à l'industrialisation. C'est le salut de l'Afrique. Nous, on le dit chez nous à Clé. C'est le salut. Aujourd'hui, si l'industrialisation s'impose à nous, comment vous pouvez avoir ces ressources-là? Ce sont que des ressources, ce n'est pas de l'argent disponible. On ne peut pas les convertir. Il faut vraiment les transformer. Et il ne faut même pas aller les transformer ailleurs. Il faut les transformer sur son sol. Ça crée d'emplois pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Ça permet d'avoir de l'argent pour apporter ou bien que l'administration plus proche des administrés. Et quand l'action de l'État est un peu partout, vous voyez, ça permet le contrôle total de son pays. Mais toujours est-il que on a vu, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de cette guerre entre les Russes et les Ukrainiens. On a vu comment la solidarité internationale envers les Ukrainiens s'est manifestée. Et le sentiment, c'est que le continent africain a aussi beaucoup de conflits, mais on ne sent pas cette solidarité internationale se manifester, que ce soit en RDC ou au Soudan. Quand c'est en Afrique, ça les regarde, mais ailleurs, on a la sympathie internationale. Oui, normalement, l'Afrique, il y a certains qui ont la volonté de se soutenir, la solidarité. Il y a certains qui ont cette volonté ou bien cet esprit-là. Mais ceux qui sont nos colonisateurs sont eux qui en train de créer des problèmes pour que la solidarité ne se voit pas. Par exemple, l'Afrique, depuis très longtemps, l'Afrique a voulu, c'est-à-dire les pays africains ont voulu se soutenir. Mais si vous voyez, la France dit ceci et dit le contraire à l'autre personne pour que il se fait face. Qu'il y ait division. Mais ça c'est pas non plus la faute à la France. Si les Africains eux-mêmes ne sont pas suffisamment intelligents pour s'unir, c'est pas non plus la faute à la France. Oui, là-bas, il y a la manque de maturité. Ils ne voient pas, les gens ne
comprennent pas que la France est en train de les manipuler. C'est pourquoi ils croient que, bon, de la manière dont ils ont dit, ok, je suis dans mon coin, ce n'est pas mon problème, je suis dans la paix, donc c'est fini, il n'y a pas un problème. Or, ce n'est pas comme ça. Si comme vous l'avez dit, vous avez souligné le cas de l'Ukraine. S'il y a la solidarité, vous allez voir que ces conflits, ces problèmes vont partir. Le cas de Boko Haram, si c'est que toute l'Afrique est mobilisée derrière ces pays qui sont touchés par ces trucs-là de Boko Haram, je crois qu'on allait trouver la solution depuis. C'est parce que l'Afrique ne veut pas comprendre. Ils ne veulent pas, que les pays africains ne veulent pas comprendre que si on attaque un pays à gauche, un autre pays à droite ou bien de l'Est ou bien de devant doit venir en aide à ce pays-là pour pouvoir trouver une solution pour notre continent. Ils ne comprennent pas ça comme ça. D'accord. On passe à un autre sujet. On parle donc du sommet de Paris, le sommet de Paris qui s'est achevé. Donc, c'était hier vendredi, le sommet pour un nouveau pacte financier mondial a pris fin donc au terme de près de 2 jours de discussion. Le président Emmanuel Macron, qui était en même temps le scribe et le notaire de ce sommet, a égrené la liste des engagements à respecter, des promesses à tenir dans les prochains mois. L'efficacité ne vaut que par le suivi, c'est ce qu'a assuré le chef de l'État français à ses homologues. Nous allons écouter le président Emmanuel Macron dans un de ses propos au cours de ce sommet. Nous devons assumer un choc de financement public. Face à ces défis, pauvreté, climat et biodiversité en même temps, on doit investir beaucoup plus. Et nous ne sommes pas au rendez-vous. Et donc ce choc concessionnel doit impliquer davantage de mobilisation nationale, celui d'organisations régionales et de nos structures financières, mais également une meilleure mobilisation des institutions multilatérales. Voilà donc quelques mots d'Emmanuel Macron, mais dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est ce que l'Afrique gagne de ce sommet. Je vais résumer ainsi. Sur le concret, le sommet s'est soldé par un accord de restructuration de la dette de la Zambie. On sait que la Zambie, c'est un pays qui est endetté jusqu'au cou. C'est ce qui a été annoncé. Il y aura une restructuration de la dette zambienne avec un refinancement, si mes chiffres sont bons, autour de 150 millions d'euros. C'est 3 fois rien par rapport à la dette de la Zambie. Le Sénégal repart également avec la conclusion d'un accord sur sa transition énergétique, un partenariat pour une transition énergétique équitable associant la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada, l'Union européenne va permettre aux pays d'Afrique de l'Ouest d'atteindre 40% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique d'ici 2030 et une aide de 2,5 milliards d'euros. Dans le fond, Georges Hérault, beaucoup de promesses, toujours des promesses. Bon, ça c'est de bonne guerre. Samuel, il faut noter que des sommets comme ça sont toujours soldés par de bonnes intentions. C'est normal, c'est la géopolitique. Et il faut quand même qu'un pays comme la France soit quand même devant, autour du président français, les présidents africains qui sont là parce qu'on parle de climat. Et quand on parle de climat, nous sommes tellement touchés que nous voulons attendre ou bien nous voulons quand même qu'il y ait du concret. C'est normal. Quand nous parlons de changement climatique, la sécheresse, etc., ça agit sur nos agricultures. Et énormément de choses que nous devons faire et que nous ne savons pas comment le faire. Comme le président Macky Sall l'a dit à l'ONU, l'Afrique n'est pas tellement responsable par rapport à la production de gaz à effet de serre, mais c'est nous qui sommes plus victimes des conséquences néfastes du changement climatique. Et donc, effectivement, ça nous intéresse. Et tout le monde qui veut parler du climat et de la pauvreté, nous sommes intéressés, nous voulons écouter, nous voulons voir quelles sont les bonnes intentions qu'elle a envers nous. Et donc, je pense que c'est ce qui même pousse nos présidents, nos dirigeants à être présents à ce sommet-là. Et quand on parle de pacte de refinancement ou bien qu'un changement de paradigme dans le financement des pays, et vous savez, tu viens de le dire, nos pays sont tellement endettés que quand on parle de refinancement ou bien de changement de paradigme des choses, nous voulons aussi être présents pour quand même écouter, voir ce qui nous avantage. Et donc, pour ça,
et l'élément y est, l'intérêt y est, et nous devons être présents. Maintenant, pour ce qui concerne le fond même, ou bien l'avenir de ce qui a été dit, ça dépendra maintenant de ce que nous allons voir dans les jours qui arrivent. Puisque aujourd'hui, je ne sais pas si on va dire que c'est un sommet de trop, mais c'est pratiquement les mêmes choses qui se discutent quand on parle de climat et de la pauvreté. Maintenant, ce n'est pas étrange, ni la première fois qu'on a vu la dette d'un pays restructurée et diminuer ou quand même peut-être annulée. Il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de nouveauté. Nous pouvons dire ça parce que ce n'est pas encore mis en action. L'action va nous dire ou bien va nous permettre de déterminer effectivement s'il y a de nouveautés. Mais ce que nous allons noter dans ce cas-là, c'est que quand vous voyez le discours de Ban Ki-moon, c'est dit que il s'adresse au chef d'État, il dit c'est vous. Moi j'ai comme l'impression que il y a plutôt cette façon de dire, de tomber dans l'émotion, parce qu'il faut que nous comprenions que le salut ne vient pas d'ailleurs. Le salut, c'est nous-mêmes. C'est lorsque nous nous serrons les mains et nous savons que nous sommes dans une sphère, dans un monde où les grands ne veulent pas que les petits poussent. Les grands veulent toujours maintenir les petits petits. Et donc, nous devons savoir que la géopolitique impose à ces puissances-là de regarder très loin et d'étouffer l'émergence très loin. Et donc, si nous avons cette intention et que nous sommes préparés pour ça, nous pouvons aller à ces sommets-là, mais nous devons savoir quoi prendre et qu'est-ce qu'il faut faire à chaque moment. Il y a le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui dit, je paraphrase, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et puis on a le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a dit, j'ai l'habitude d'entendre beaucoup de promesses, moi je ne me félicite que lorsqu'un projet est inauguré. On est allé à ce sommet qu'on a appelé un nouveau pacte financier mondial. Quand on sort aujourd'hui de ce sommet, on a l'impression que c'est un éléphant qui accouche d'une souris. Oui, parce que d'abord, il va falloir que les promesses qui sont faites dans le sommet soient tenues d'abord. Et en plus aussi... C'est là où il y a beaucoup de doutes. Voilà. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on fait des promesses de refinancement, promesses de ci qui ne sont jamais tenues. Voilà. Pourquoi nos chefs d'État se prêtent encore à ce genre d'exercice ? Je ne comprends pas. Parce que parfois, quand on fait les promesses là, les conditions en coulisses qu'on leur pose pour pouvoir toucher ces promesses-là sont insupportables. Ils ne peuvent pas le faire. Donc, ils laissent tomber. Parfois, c'est que les promesses même là, ce sont des choses qu'on dit seulement en l'air et qui ne se réalisent jamais. Donc, c'est pourquoi ils doivent, comme l'autre président l'a dit, ça n'engage que ceux qui sont là, ceux qui l'écoutent. Donc, on n'a pas besoin chaque fois de croire aux promesses qui ne vont pas se réaliser. On les appelle seulement pour les manipuler, pour leur dire que voilà, nous allons faire telle chose, et pour être toujours en relation et piller les biens de l'Afrique. Il va falloir que les présidents africains comprennent une fois pour de bon que c'est comme ça. C'est les stratégies de la France, c'est ça la politique. Si Emmanuel Macron les a appelés encore, il faut qu'ils comprennent que c'est ça. Et qu'ils arrêtent, qu'ils cessent de participer à ces sommets. Et c'est-à-dire que le président comprenne que les présidents africains, ou bien les présidents africains ne sont pas maintenant au niveau où on peut les manipuler, on peut les mentir. Ils sont là, ils sont maintenant au niveau où ils peuvent se financer eux-mêmes. Il vient de le dire. Nous devons être autosuffisants en Afrique. Nous avons tout ce qu'il faut pour financer tous les projets de développement de l'Afrique. C'est parce qu'on ne croit pas en nous-mêmes. L'Afrique ne croit pas qu'il peut aller de l'avant, il peut se développer lui-même. Il croit toujours au financement venu de l'étranger. Or, ces financements sont toujours empoisonnés. Peut-être la différence avec ce nouveau sommet, c'est que le président Emmanuel Macron a mis en place un mécanisme de suivi des engagements. Et dans ce mécanisme de suivi, il y a l'Union africaine. Ça donne l'espoir ?
Bon, la bonne foi est présumée. Et donc, on dit chez nous que c'est la tortue, non, qui dit qu'on m'a demandé de venir écouter, j'ai refusé, c'est pourquoi je suis dans le carapace. Donc, on a appelé les chefs d'État pour discuter autour d'un pacte de financement, un pacte financier. Ils ne vont pas refuser quand même. Parce qu'on ne sait pas ce qui va être discuté. Lorsque vous prenez l'avion avec l'argent du contribuable, oui, tout le temps, pour aller écouter les mêmes promesses qui ne se concrétisent jamais. Tout le temps. La dette, on promet tout le temps des restructurations de la dette, mais la dette ne fait que grimper. Il faut continuer par faire la même chose. Samuel, le fait de dire qu'on a pris l'avion, les allers-retours, je ne sais pas, mais très souvent, ce que je sais, c'est que les sommets organisés, quand même, je pense que presque la totalité des dépenses doit être à la charge de l'organisateur. Si vous organisez un sommet et moi je vais me déplacer pour venir à votre sommet, à mes frais, à mes charges, vous voyez, parce que je pense que j'ai un retour sur investissement, c'est pour ça que je le fais. Oui, mais maintenant, pour ce qui concerne le fait d'aller écouter, ça n'a pas, a priori, c'est pas un problème. Mais quand votre voix ne compte pas maintenant, la voix, vous savez, il y a quelque chose qui est important que nous devons savoir en Afrique. C'est que nous ne devons pas penser que facilement ou bien l'Occident va nous développer. Ça il faut être clair là-dessus. Oui. Maintenant, nos dirigeants ne sont pas à leur, pour la plupart, c'est pas à leur première épreuve. Voilà. Donc, ils s'y connaissent. Ils ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes. C'est parce que si aujourd'hui, avec tout l'opinion qui se distille au niveau de la population, avec tout ce que la France est en train de faire aujourd'hui pour une récupération quand même de la situation politique et sociale même dans nos États, ça prouve à suffisance que nos États ou bien nos dirigeants ont quand même une stratégie que nous ne voyons pas comme ça, qui n'est pas frontale, mais une stratégie qui permet quand même de prendre un certain nombre d'avantages sur les pays occidentaux. J'entends bien ce que vous dites, Georges Hérault, mais je sais par exemple que le Togo est très endetté, le Bénin, la Côte d'Ivoire, tous ces pays sont très endettés. Le président togolais était là-bas, le président sénégalais est allé. Qu'est-ce qu'on peut venir présenter aujourd'hui au peuple pour dire nous sommes allés à ce sommet pour un nouveau pacte financier mondial par rapport à notre dette astronomique? Qu'est-ce qu'on présente concrètement? Non, en fait, quand tu parles de la dette, en tant qu'un indicateur prix isolé, on ne peut pas comprendre. Le Togo n'est pas allé là-bas pour discuter. Je sais qu'il y a d'autres enjeux. Oui, discuter de la dette. Le Togo est allé pour voir par quel canal je peux avoir quand même quand même une situation un peu plus souple au niveau de la finance, quand même pour peut-être amortir les dettes. Parce que il ne faut pas penser que... Oui, c'est ça tout le mécanisme. On sait que c'est les mêmes, c'est le FMI, c'est toutes ces institutions de Bretton Woods qui ont endetté ces mêmes pays-là. Samuel, avec il faut savoir... Leur proposition de restructuration. C'est-à-dire, est-ce qu'on présume que, bon, finalement, ils comprennent, ils vont changer? Non, qui va changer? Je parle de ces institutions. Ces institutions? Non, il ne faut pas changer. Si nous pensons qu'ils vont changer, on se leurre, on se trompe énormément, lourdement. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les présidents, quand ils vont, c'est pour tirer quand même leur épingle du jeu. Ce n'est pas tout ce qu'ils écoutent là-bas qui viennent appliquer. Non, en fait, ils sont là pour tisser d'autres relations parce que les bailleurs seront là. Prenons l'exemple de la Zambie, qui s'est vu quand même sa dette restructurée. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas les promesses de 150 millions d'euros qui ne valent rien du tout par rapport à la dette. Ce n'est pas à cause de ça que la Zambie est présente là-bas. Non,
La Zambie a aussi sa stratégie. Et vous allez voir les pays africains, pratiquement, ils ont leur plan national de développement. Pratiquement chaque pays. Le Togo en a. Et tout le monde sait comment est-ce qu'il va pour quand même. C'est un rendez-vous de donner, de recevoir quand même. Le Togo va pour donner quelque chose. Et en retour, il va tirer son épingle du jeu. Moi, il va pas. C'est-à-dire qu'on sait, a priori, que par principe, ces sommets-là sont meublés de bonnes intentions. Maintenant, on met un mécanisme de suivi de ces bonnes intentions. C'est un projet, ça peut être réalisé, ça peut ne pas être réalisé. Mais le pays doit faire en sorte que ces citoyens continuent par vivre. Mais pour vivre, nous devons savoir que nos pays, comme on le dit, ils sont endettés. Nous sommes pauvres. Il faut que là, on soit conscient que nous sommes pauvres. Et c'est pour cela que dans nos trésors, c'est par arbitrage qu'on utilise nos ressources. Il n'y a pas de réserve pour nous pour dire qu'on peut arrêter de travailler jusqu'à 2 mois, 3 mois et continuer par vivre. Non, nous vivons au jour le jour. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, j'ai dit dans le cas de la RDC. Si le Togo, le Ghana, le Burkina, nous mettons ensemble pour penser notre développement, au vu de ce qu'on a entendu à Paris, je pense que c'est mieux. Parce qu'on ne peut pas dire que les choses qu'on a écoutées, 100% sont fausses là-bas. Non, ça veut dire qu'on peut quand même revenir pour quand même explorer un certain nombre de choses, un certain nombre d'informations, un certain nombre de mécanismes de développement qu'on a entendu à ce sommet-là pour venir expérimenter sous forme d'accords sud-sud entre nous. On sera là pour poursuivre. On va aller vers le dernier sujet. Il nous reste encore moins d'une vingtaine de minutes pour rendre l'antenne. On parle donc du Togo à présent et on évoque cette 133e session ordinaire de la conférence des évêques du Togo. Et au cours de cette conférence qui s'est tenue du 13 au 16 juin dernier, les évêques ont exhorté les uns et les autres à prendre les dispositions conséquentes en vue de garantir un climat apaisé. Les évêques parlaient donc des prochaines joutes électorales. Le Togo se prépare pour les élections législatives et régionales. Selon le calendrier, les législatives doivent se tenir en décembre 2023. Pour les régionales, on ne connaît pas donc les dates, mais il s'agit d'un appel de prévention que les évêques lancent. C'est ce que le père Émile Segbedji a expliqué. Toutes les élections se préparent et de ce fait, en plus de l'établissement des cartes et des inscriptions sur les listes électorales, il faut bien qu'il y ait un climat apaisé pour que les élections aient lieu. Pasteur Riché, cet appel préventif des évêques du Togo, comment vous le recevez? Oui, vous savez... avant de répondre à votre question, vous savez que depuis fort longtemps, les hommes de Dieu, en général et en particulier les évêques et les prêtres, ont toujours leur mot à dire dans les élections, bien la politique, dans le monde entier. Donc aujourd'hui, ils ne font que remplir leur devoir de prévenir les acteurs politiques à bien faire, à bien organiser et à être responsables dans les démarches politiques, c'est-à-dire les démarches pour les élections à venir. Il va falloir que le gouvernement prenne sa responsabilité, comment organiser les élections pour qu'il y ait un climat apaisé. Maintenant, les autres partis politiques, l'erreur qu'ils ont commise par le temps passé, en 2018, en boycottant les élections, il va falloir qu'ils tirent des leçons cette fois-ci et qu'ils aillent aux élections avec une grande responsabilité, c'est-à-dire il faut qu'ils soient responsables dans leurs actes et qu'ils, c'est-à-dire quand il parle, il a parlé d'une manière générale, mais il va falloir que les politiciens comprennent que, c'est-à-dire les partis politiques, nous devons nous organiser. Si nous sommes des opposants, il faut que nous nous organisons d'une manière, c'est-à-dire il faut que tout le monde se réunisse. Il faut que les partis politiques soient ensemble pour avoir, c'est-à-dire une élection apaisée. C'est-à-dire il faut que nous sommes ensemble pour bien organiser notre élection. Il ne faut pas qu'on aille en rang dispersé. Parce que... Bon, je ne sais pas ce que les évêques disent. La stratégie pour aller aux élections, ça vous regarde en interne.
Maintenant, s'il y a des conflits au niveau des partis politiques. Les évêques, ils parlent d'élections apaisées. Donc, de part et d'autre, chacun doit contribuer à l'apaisement. Voilà. Donc, il va falloir que tous les partis politiques savent qu'il faut que les élections soient bien organisées et qu'il y ait plus de responsabilité, qu'il y ait de la transparence, qu'il y ait la paix, que les choses soient bien faites. Donc, c'est ce que les évêques sont en train de dire. Georges Hérault, comment vous comprenez cet appel des évêques? Non, c'est un appel qui est bienvenu parce que vous savez, nous, nos slogans étaient clé la solution, mais après le congrès, on s'était dit que avec la maturité, je pense 2 ou 3 semaines, oui, le 27 mai passé, oui. Et donc on s'est dit plutôt que notre slogan va être clé la solution pour une politique apaisée. En fait, aujourd'hui, qui ne veut pas la paix? Il n'y a personne. On veut tous. On veut... La paix dont on parle, moi je crois que depuis 2007, le Togo a habitué désormais, les populations sont habituées désormais à des élections apaisées. Est-ce que c'est encore un enjeu aujourd'hui, la paix? Oui, en fait, c'est pour cela que je dis, la paix étant un comportement, ça, c'est pas, comme on le dit, beaucoup de viande ne gâte pas la sauce. Si on appelle à la paix, il n'y a pas de problème. En soi, il n'y a pas de problème. Sauf que peut-être quand vous prenez le rapport de la réunion, quand il parlait d'un certain nombre de procédures ou bien de démarches à faire par le gouvernement pour réaliser cette paix-là, c'est peut-être en parlant, en récupérant le jugement de la Cour de justice de la CEDEAO, pour la libération des détenus politiques, etc. C'est peut-être sur ce fond-là qu'il va y avoir des divergences. Sinon, pour ce qui concerne la paix, qu'on dise toujours la paix, chaque jour on se lève pour dire il faut la paix, personne n'est contre. Et de part et d'autre, que ce soit au niveau du pouvoir, que ce soit chez nous, au niveau des partis politiques, même au niveau des sociétés civiles, tout le monde veut la paix. Et donc, c'est normal quand il réitère cette, ce rappel pour tous les acteurs politiques qui entrent en jeu. Parce qu'il faut savoir que l'indicateur qui même permet à ces évêques-là de parler encore de la paix, c'est la mobilisation au niveau du recensement, au niveau des centres de recensement. Et il y a beaucoup de Togolais qui se sont mobilisés aujourd'hui pour se faire recenser. Ça veut dire que l'enjeu devient de taille. Oui, l'enjeu devient de taille parce que s'il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent pour avoir la carte d'électeur, c'est dit qu'il y aura une grande mobilisation autour de ces élections à venir. Et quand il y a beaucoup de foule, il y a la gestion de la foule. Vous savez, la gestion de la foule peut engendrer des conflits, des mésententes, etc. Et donc, ils attirent notre attention sur le fait que s'il y a des ententes, il faut vraiment qu'on puisse le gérer parce que le Togo est indivisible. D'accord. Alors, un aspect quand même qui m'intéresse aussi, Pasteur Etche, dans cette sortie des évêques, vous l'avez rappelé que c'est comme une sorte de tradition pour les évêques, mais en matière politique, j'ai l'impression que vous, les pasteurs, vous jouez à l'autruche. Vous aimez beaucoup être cachés. Les évêques, ils se mouillent le maillot tout le temps. Oui, c'est parce que nous ne connaissons pas notre responsabilité par rapport à la politique. Dieu même, c'est un politicien. Quand on était tout de suite ici, quelqu'un m'a écrit, est-ce qu'un pasteur se lève et devient politicien? Tout de suite, quelqu'un vient de m'écrire. Et j'ai dit, Dieu, lui-même, il est un politicien. Vous savez, depuis le temps antique, c'est les rois que nous appelons aujourd'hui les présidents, les prophètes et les sacrificateurs qui prennent l'onction. Donc si les rois ont avant qu'ils ne soient intronisés, ça veut dire que Dieu même a l'intérêt dans la politique de chaque nation. Si nous ne voulons pas faire la politique aujourd'hui, mais nous voulons la paix, nous voulons le développement, nous voulons que les choses aillent de l'avant. Comment un pasteur, un enfant de Dieu, un dirigeant de l'église ne veut pas faire la politique, mais il veut que les gens comprennent, que les gens écoutent ce qu'il va dire. La Bible dit, la justice élève une nation. Tu veux passer un message, il va falloir que tu vois, ou que tu participes au développement, c'est-à-dire aux choses de ton pays. Il va falloir que tous les pasteurs comprennent aujourd'hui que si nous voulons que notre pays aille de l'avant,
il va falloir que nous soyons dans la politique. Je vais dire quelque chose, peut-être qui va choquer quelqu'un. Aujourd'hui, nous ne voulons pas participer aux activités politiques de notre pays. Et nous laissons les musulmans. Et ils prennent le devant de tout. Ils sont les directeurs généraux, ils sont des ministres, ils sont des députés, ils sont des maires. Quand on va prendre des décisions, ils vont prendre toujours les décisions qui vont les avantager. Et ça ne va pas nous avantager toujours. Nous, les chrétiens et les pasteurs. Ils n'ont jamais pris une décision qui était contraire à une religion donnée. Hein. C'est aussi des gens qui défendent la foi. Donc, on ne va pas dire qu'ils n'ont pris aucune décision qui est contraire à aux chrétiens, non. Est-ce que vous savez on a toujours eu le vivre ensemble. Moi, je pense qu'on va préserver cela. On ne va pas aller sur ce terrain-là. D'accord. Mais il va falloir que nous comprenions que s'ils sont aussi une religion et qu'ils veulent aller de l'avant, ils veulent aller de l'avant et ils font toujours la politique. Ils continuent pas garder leur foi. Mais ils font la politique. Pourquoi pas nous? Nous lisons dans la Bible. Mais c'est vous qui avez enseigné aux gens que ça, c'est les choses de la terre. Nous allons dans le ciel. Notre cité n'est pas de ce monde. Notre cité est de Dieu. Que les affaires du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Vous avez passé les années à dire tout ça. Eh bien, il fallait le résultat. Oui, ces paroles, ces enseignements-là ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Mon peuple périt faute de connaissances là. C'est la Bible, c'est la même Bible. Oui, mon peuple périt faute de connaissances. Ça dépend de l'interprétation, la manière dont les gens ont compris et ils l'ont interprété d'une manière négative. Mais aujourd'hui, il va falloir que nous comprenions notre temps là aujourd'hui. Les pasteurs de notre temps aujourd'hui, ils comprennent autrement ce que la parole de Dieu veut dire réellement. Et nous comprenons que nous devons participer à la politique de notre pays. Est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir charnel comme ça? Oui, c'est ce que les gens disent. Mais pas du tout. Je vous charrie. Pas du tout. La même question aujourd'hui. On l'a dit avec les évêques, on est très habitués. Ils se prononcent, même si on n'a pas encore... On a même déjà eu un évêque chef de parlement ici autour. Oui. C'est avec les pasteurs qu'on est toujours étonnés. Parce qu'ils sont toujours au ciel, ils ne sont jamais sur la terre. Je voudrais aussi rappeler que moi, je suis vice-président d'un parti politique où... il y a des musulmans, des chrétiens, nous sommes ensemble, il n'y a pas de problème. Ouais. Le vivre ensemble, comme tu l'as dit, n'est jamais un problème ici au Togo. Ouais. Donc, il n'y a pas à ce problème parce qu'ils défendent la foi, nous défendons la foi. Et puis, quand vous voyez ce qu'ils défendent, c'est similaire à ce que nous défendons. Et donc, ça se coïncide et nous sommes très contents d'être ensemble, de travailler ensemble un peu partout. Je vais même à Zongo où, avant que je ne commence mes meetings, on prie en arabe, un musulman prie et puis on continue. Et puis, il n'y a même pas de problème entre nous. Donc, c'est pour dire aussi que, il faut savoir comment est-ce que, même que ce soit au niveau des musulmans, etc., la manière dont la croyance a été introduite chez nous en Afrique ne permettait pas aux gens d'accepter et cette croyance et la politique. Parce que, comme tu viens de le dire, on dit heureux ceux qui sont pauvres parce que le royaume des cieux les appartient. Ça n'a pas changé dans la Bible. Etc. Mais en fait, quand on dit heureux ceux qui sont pauvres, pauvres dans la foi, ce n'est pas pauvre en matériel. Non, en fait, il y a beaucoup de choses que les gens ont ignorées. Comme il vient de le dire, quand on parle de David, c'est un président, c'est un politicien. Quand on parle de Samuel, quand on parle de, comment on l'appelle, Samuel et tout ça qui sont autour du roi, des conseillers autour du roi, c'est des politiciens, des ministres. C'est pour cela que les pasteurs, ce sont des ministres de Dieu, c'est des ministres qui sont sur la terre. Donc, en fait, en somme, c'est qu'à un moment donné, il y avait une malinterprétation des textes bibliques que chez nous, même au niveau des musulmans. C'est pour cela que les imams et tout ça là, ils n'arrivent pas à prendre des décisions politiques, etc. Alors que quand vous prenez l'église catholique,
qui vient de Rome. Vous savez, c'est comme c'est un État en soi, hein, et ils ont leur ambassadeur un peu partout qui les représente. Et donc quand on dit comment c'est le pacte de Rome, non, ou bien c'est le qui régit les accords internationaux entre États là, on parle de convention de Rome. Donc quand on parle de ces genres de choses, il faut savoir que l'Église était déjà autour de ces questions-là bien avant que même l'Église soit introduite ici. Donc, quand les évêques ne font que faire la continuité de ce qui se fait à Rome. Donc, mais quand même, il faut quand même dire quelque chose par rapport aux élections. Parce que aujourd'hui, ce que nous aimerions, au-delà de la paix comme étant un comportement, c'est la paix dans le cœur de tout le monde. C'est la paix dans le cœur. Oui, c'est ce que nous devons œuvrer à avoir ça, parce que ce vivre ensemble, cette paix doit permettre à nous-mêmes de résoudre un certain nombre de problèmes. Vous voyez ce qui se passe au niveau de Kwengal. Nous disons à Clé que si on parle de la paix, quand on parle du bien-être, quand on parle de l'avancement, du développement, celui qui est plus concerné, c'est le chef de l'État. Vous voyez, quand les Togolais mangent à leur faim, quand il y a pas de problème, il y a un problème zéro, c'est lui qui va être plus heureux. Et donc, si quelqu'un comme ça est plus concerné, est tellement concerné par nos vies quotidiennes, voyez-vous que c'est inadmissible qu'on puisse lui porter le chapeau d'un certain nombre de choses. Donc nous disons tout simplement qu'au-delà de la paix, travaillons ensemble pour le bien-être du Togo. Ou quand je parle du Togo, je ne parle pas du sable, des montagnes et des bois. Je parle des Togolais. Donc c'est en cela que vraiment les évêques aussi sont concernés par le fait qu'on doit travailler ensemble pour vraiment arriver à ce bien-être-là, à cette paix-là, idéale que nous attendons tous. Mais Georges Hérault, quand qu'à un moment donné... Quand les évêques parlent comme ça, est-ce que ce ne sont pas plus à vous, politiques, qu'ils s'adressent qu'au peuple? Parce que le peuple, apparemment, non, c'est les politiques qui attisent, peut-être je ne parle pas particulièrement dans le cas du Togo, mais qui attisent les tensions. Non, Samuel, ils ne parlent pas particulièrement aux politiques, mais à eux-mêmes. Je ne parle pas du peuple aussi. Moi, si je parle d'eux-mêmes, parce qu'ils sont aussi des responsables à un niveau donné, qui doivent jouer leur rôle, leur partition, contribuer à cette paix-là. Parce qu'on ne va pas seulement jeter pour les politiciens. Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur responsabilité dans leur congrégation? Les prédications dans leur congrégation. C'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui, quand un certain nombre de choses leur soient reprochées, que nous, on ne s'intéresse pas tellement à clé, on ne s'intéresse pas tellement à ça, mais que par exemple, que l'Église soit quand même un lieu où les politiques prennent le drapeau togolais, etc. Donc, aujourd'hui, ce que nous disons, c'est qu'ils prennent aussi leurs responsabilités, parce que ça c'est pas bon pour quelqu'un aujourd'hui que le Togo soit embrasé. Non, que le bien-être du Togo doit quand même être ce que doivent penser, réfléchir tous les acteurs et surtout les responsables à chaque niveau pour que la paix soit garantie pour nous tous. Et donc, je pense que pour conclure, pour chuter, il faudrait, je ne suis pas contre leur rapport, mais que ce soit dans l'avenir, que beaucoup de choses soient faites pour que cette acceptation que nous voulons pour le Togo, cette paix que nous voulons pour le Togo, en sortant des communiqués, soit quand même ce que nous-mêmes, nous avons. Alors, peut-être la bonne nouvelle, et je suis peut-être un peu naïf en le disant, Pasteur Riché, c'est que quand on parle d'élections législatives et d'élections régionales, ça va être la première fois, mais législative, ce n'est pas une élection à grande passion comme la présidentielle. Donc, c'est garanti la paix. On n'a pas vu d'élections trop passionnées, législatives trop passionnées. Oui, la paix est garantie, effectivement, mais ça dépend. Si, par exemple, quelqu'un a été aux élections dans une préfecture et il se retrouve après la soirée de la proclamation des résultats, il dit qu'on l'a volé. Et c'est pas disant. Il y a la Cour constitutionnelle. Bon, Samuel, je voudrais rappeler la Cour constitutionnelle est toujours là. Oui. 2018, parce que j'ai participé, j'étais candidat en 2018. Il faut savoir que ce qu'ils disent, quand même, il y a quand même un certain nombre de vérités. Parce qu'en 2018, il y a une partie
des partis politiques qui ont dit nous allons empêcher les élections. Effectivement, il y a des émeutes, il y avait des choses pour dire que nous allons empêcher les élections. Maintenant, tout le monde donc peut-être c'est ce qu'ils veulent dire, que ces personnes-là qui se lèvent pour dire que si nous n'allons pas aux élections, nous allons empêcher. Et il faut aussi savoir que quand vous prenez l'exemple du DMK où certains sont sortis pour créer DMP, il y a la DMK qui dit que non, il ne faut pas aller aux élections, il faut retour de tel. Peut-être ces personnes-là, les évêques sont aussi en train de les interpeller sur le fait qu'ils doivent préserver la paix en ces périodes-là. En tout cas, la paix, c'est le premier bien dont on a besoin. Parce que sans la paix, il n'y a pas le pain, bien évidemment. Pasteur Eklou, Etche, merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous aussi. Vous êtes docteur en sciences politiques, pasteur, non, pas pasteur, ça c'est Georges Hérault, vice-président du Cercle des leaders émergents. Oui. Merci également d'être passé dans cette émission. Merci Samuel. Merci à tous de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est le samedi prochain.